Bonjour David Houry. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais un en particulier a attiré mon attention, c'est peut-être d'ailleurs votre dernier, il s'agit de Beyrouth Forever. Présentez-nous Beyrouth Forever. Alors en quelques mots, je vais essayer de vous dire ce que j'en ai compris. C'est un policier libanais qui s'appelle Marwan, qui a un petit caractère bien sympathique, parce qu'on le suit, il n'est pas forcément toujours politiquement correct et tout ça. Il a une fille qui a été victime dans l'attentat du port de Beyrouth et elle est partie d'ailleurs du Liban pour vivre, je crois, à Paris, c'est ça. Et lui, évidemment, il est chargé de mener une enquête autour des 3 derniers chapitres d'un livre d'histoire qui, évidemment, sont des chapitres chargés en termes de politiquement, en fait, par rapport à la situation, évidemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie, je crois qu'à la base, vous êtes journaliste, qu'est-ce qui vous a donné envie de passer par la fiction pour parler du Liban et de nous parler aussi de son histoire? Beyrouth, c'est un sujet que j'ai déjà abordé très souvent dans d'autres bouquins. Et là, en fait, le roman noir, parce qu'on est aussi là pour un salon de roman noir historique, en fait, le roman noir est un outil absolument génial pour raconter Beyrouth. Beyrouth est une ville abîmée, Beyrouth est une ville belle et moche en même temps. Beyrouth, moi, c'est une ville que j'adore. Oui. Vous avez été correspondant là-bas? Moi, j'ai été correspondant, j'ai vécu là-bas 18 ans. Pour Libé non, moi j'étais là-bas pour plusieurs journaux, pour Le Soir Bruxelles, pour La Croix, pour Ouest France, j'étais pigiste, donc j'ai bossé pour plein de gens. C'est un pays que je connais très très bien. La politique et l'histoire proche-orientale, c'est un truc qui me passionne. Et il y a une chose, en fait, un sujet qui me passionne au Liban, et je me suis servi de ça. En fait, le roman noir est un prétexte pour raconter ça. C'est la non-écriture de l'histoire. Oui. C'est-à-dire que au Liban, les collégiens, les lycéens n'ont pas de manuel scolaire qui leur raconte l'histoire du pays. Et en fait, ce fait de ne pas raconter l'histoire du pays à l'école explique, pour moi en tout cas, plein de choses dans l'histoire récente, ou sur les 40 dernières années du Liban. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récit commun, il n'y a pas d'histoire commune. Et ça, c'est un vrai problème en fait dans la société. Et donc, voilà, j'ai imaginé un vieux flic, un couple, un tandem, un vieux flic abîmé, ancien milicien chrétien, et puis une jeune chiite de la banlieue sud, donc ce qui est plutôt attaché au Hezbollah dans l'imaginaire des gens, et qui mène l'enquête sur le meurtre d'une historienne qui venait d'écrire ce fameux manuel scolaire. Ouais, alors ce constat, il y a un autre aussi auteur ici qui l'a fait et qui sera présent, puisque je crois que vous allez avoir un atelier ou une conférence autour du sujet. On aura l'occasion évidemment d'en parler avec lui. Ce personnage, il faut nous en parler un petit peu plus parce qu'il est vraiment à la fois, et je trouve qu'il est très représentatif du Liban et de sa population, et puis des douleurs. Il est représentatif d'une partie de la population. En fait, il va partir à la retraite, il a 60 ans, 61 ans. Et il est très abîmé. Enfin, c'est un personnage qui est très abîmé. L'histoire du Liban l'a jamais épargné, que ce soit la mort de sa petite sœur au moment de l'assassinat du président Bachir Gemayel en 82. Il a lui-même été blessé pendant la guerre, donc il claudique à cause d'une balle dans le genou. Voilà, il est représentatif de toute une partie de la population qui considère que, de cette génération-là, qui considère que de toute manière le pays est fichu. La présence syrienne, le Hezbollah, tous ces gens-là pour lui, ont torpillé en fait l'avenir du pays. Et donc il est très amer, mais il a quand même une sorte d'envie de rédemption, parce que lui-même n'est pas très propre. Oui, il en a croqué un peu. Voilà, Mais est-ce qu'on peut faire autrement dans un pays comme ça? Quand on lit votre livre, des fois on se dit, finalement... je parle beaucoup de politique, je parle beaucoup de corruption, mais finalement la corruption c'est juste il y a plein de pays au monde comme ça, il n'y a pas qu'au Proche-Orient. La corruption, c'est juste un moyen de vivre, en fait, tout simplement. La petite corruption, la grande corruption, lui, c'est de la petite corruption. Il piquait dans les scellés quand il pouvait piquer un peu d'argent. Et ce personnage-là, j'avais envie je le fais évoluer, évidemment, tout au long de l'histoire. Et en effet, il y a ce personnage qu'on ne voit jamais, qui est sa fille, qui est à Paris, qui a perdu un œil dans l'explosion du 4 août. Il y a combien de jeunes qui sont partis? Après, ça a été une saignée, on le voit. Moi, j'habite à Paris. Le nombre de Libanais qui ont débarqué à Paris, en France et dans plein d'autres pays depuis 2019-2020. Toutes les générations en fait ont payé quelque chose et on connaît le truc en fait. Ce qui est horrible avec ce pays, c'est qu'on connaît les responsables. Et
les chefs de guerre de la guerre 75-90 sont toujours au pouvoir. Ouais. Ils ont 85 ans, mais ils sont toujours au pouvoir. C'est un truc de dingue. Il faudrait... Vous le montrez bien d'ailleurs Ouais, dans le livre. Alors il y a quelque chose, je me suis interrogé parce que lorsque le livre commence, il vient de résoudre une affaire. Ce sont les Libanais Avengers. Est-ce que ça existait? Il faut nous... Alors ça c'est totalement fictif. D'accord, en fait, parce que je me suis dit... non, ça c'est totalement fictif, mais c'était en fait une nouvelle que j'avais écrite il y a peut-être 15 ans. D'accord. Je m'étais amusé à écrire une histoire comme ça de femmes qui se vengent, parce que c'est une société extrêmement patriarcale. J'en parlerai dans le prochain bouquin qui sort en février aussi beaucoup. Enfin, c'est un sujet que j'aborderai dans le prochain, qui se passe toujours à Beyrouth avec les mêmes personnages. Le droit des femmes. Il y a un vrai problème en fait dans ce genre de société. Elles n'ont pas du tout les mêmes droits que les hommes. Et donc voilà, cette histoire de Lebanese Avengers qui se vengent des hommes adultères qui peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. C'était complètement fictif, mais c'était plutôt amusant. Ouais. Alors on voit bien Marwan, il fait part de toutes les rancœurs, vous l'avez dit, qu'il a. Le Liban. C'était dans les années 70, c'était un exemple. C'est-à-dire dans les années 60, oui, parce que les années 70, ça bascule. Ouais. Mais c'est un exemple de pays multiculturel, multiconfessionnel. Et bon, à partir de 75, tout s'effondre, on va dire. Moi, je vais un peu à contre-courant de ça. Tous les problèmes de la société libanaise, pour moi, il ne faut pas les voir sous un angle communautaire. D'accord. C'est plus des angles politiques, idéologiques, territoriaux. Je veux dire, tous les conflits, le conflit palestinien, c'est aussi un conflit de terre, de territoire. Ce n'est pas une question de religieuse. Il y a eu la religion s'est greffée, le communautarisme s'est greffé là-dessus. Mais ce n'est pas l'origine du problème. Donc, aujourd'hui, quand je me souviens, moi, je venais de débarquer à Beyrouth, c'était en 97, il y a eu la visite du pape Jean-Paul II. Oui. Qui a été un moment incroyable. Je me souviens, moi je ne suis pas du tout pratiquant, je suis baptisé catholique, mais je ne suis pas du tout pratiquant. J'ai vu les foules qui arrivaient pour aller voir le pape. Il y avait de tout, des sunnites, des chiites, des maronites, de toutes les confessions. Le vivre ensemble est tout à fait possible. En fait, le problème, c'est plus la politique qu'il y a derrière. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a vraiment de la politique? Parce que il y a de la politique. Non, il y a de la politique, mais c'est une politique qui est basée sur le féodalisme. Sur le patriarcat, il y a un parti, par exemple le parti de Walid Jumblat, le leader druze, qui s'appelle le Parti socialiste progressiste. Il a de socialiste que le nom, c'est le pire féodal du monde. Mais c'est marrant parce que Marwan critique beaucoup cette gauche panarabe pro-syrienne. C'est aussi une partie de la population qui réfléchit comme ça. Alors l'autre Marwan Shahin, avec qui a sorti un très bon bouquin là, sur le début de la guerre, dont on parlait tout à l'heure. Lui, il montre plus le côté, la solidarité justement panarabe des différents États du monde arabe qui ont soutenu la cause palestinienne. Moi, mon personnage principal, il était plutôt dans l'autre camp, c'est-à-dire les Kataeb, les milices chrétiennes qui considèrent que la guerre du Liban est arrivée à cause des Palestiniens. Et en fait, les deux points de vue sont justes. C'est-à-dire que, oui, à un bout d'un moment, officiellement, cette fameuse date du 13 avril 1975, Marwan a fait un bouquin là-dessus. Il y a plein de gens qui considèrent que la guerre n'a pas du tout commencé le 13 avril 1975, qu'elle a commencé bien plus tôt. Et chacun a sa date. Et en fait, même la date du début de la guerre, c'est intéressant, c'est un choix politique. Donc, ce pays, cette région, tout simplement, sont fascinantes. En fait. Mais ça veut dire qu'il faut un récit national pour qu'il y ait une cohésion, parce que cette histoire-là dont on parle et qui ne se fait pas là-bas, ça veut dire derrière, c'est ce qu'on appelle le récit national. Le récit national, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai grandi en France, j'avais un manuel scolaire imparfait. Moi, quand j'étais gamin, on ne parlait pas de la guerre d'Algérie, on ne parlait pas de la colonisation. Comment on commence à en parler, ça se réécrit toujours au fur et à mesure. Mais moi, j'étais habitué à avoir un manuel scolaire. Là-bas, les gamins n'en ont pas. Donc, chaque école fait un peu bidouille un peu un programme historique, forcément avec un prisme. Et puis, et après, je me suis longtemps interrogé sur la nécessité. Est-ce qu'on doit faire ce... Je pense que oui. Mais pour un autre livre que j'avais fait en 2011, j'avais écrit un avant-propos qui avait été très compliqué à écrire. Et j'avais posé la question à un ami allemand qui a une dizaine d'années de plus que moi. Je lui ai dit, mais à partir de quand, en Allemagne, on a parlé de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale, de ce qu'a fait le régime nazi en Allemagne et tout. Lui, il m'a dit à peu près en 75. Donc j'ai fait le calcul. Je me suis dit, il faut 30 ans pour que... il faut s'y mettre. Ça, c'est un bouquin qui est sorti en 2011. Donc j'ai fait le calcul, la guerre s'est finie en 90, donc 30 ans en 2020. Bon, et en fait, ils sont toujours pas capables. Voilà. Il faut que la génération des vieux, là, ceux qui accaparent le pouvoir depuis la fin de la guerre, qui se sont auto-amnistiés de tous leurs crimes de la guerre,
Ouais. C'est un vrai problème. Voilà, il n'y a pas eu de responsabilité, il n'y a pas eu d'inventaire. En fait, il faudrait qu'il y ait un droit d'inventaire sur l'histoire de ce pays. Ouais, alors l'enquête que mène Marouane donc, sur le meurtre de cette historienne, on l'a dit, c'est un peu une rédemption aussi pour lui. Et puis, bon, moi je laisse le soin aux auditeurs de lire votre livre parce que finalement, cette enquête, elle va dans une direction à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est ça aussi qui est très plaisant dans le livre. Aujourd'hui, parlons de la situation quand même du Liban. Il y a eu un gros changement en Syrie. On sait très bien que les deux pays, ils sont connectés. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ce changement libyen? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu syrien, pour le Liban, je parle, ouais. pardon, le syrien, oui. En fait, la Syrie, elle a mis la main sur le pays en 76. On lui a donné complètement le pays en 90 au moment de la guerre. Et on le du voit Golfe. bien dans votre livre. Moi, je raconte tout ça et je le raconte encore plus dans le prochain bouquin. Parce que là, Beyrouth Forever se passe en septembre 2023, juste avant le 7 octobre. Et en fait, on se rend compte que tout est en place pour le 7 octobre. Le prochain bouquin, moi, se passe en décembre 2024, une semaine après la chute de Bachar. Il s'appelle, le titre Beyrouth Paradise. Bon, super. Voilà. Il sortira en février. Chez le même chez le même éditeur. C'est pas la suite directe, mais enfin, c'est 11 mois après. Et je me suis... en fait, comment dire, là, on vient de vivre vraiment un moment pivot. Décembre dernier, à l'automne, enfin bon, il y a la guerre à Gaza, c'est une chose. Je reste sur le cas libanais. Septembre, l'histoire des beepers. Fin septembre, l'assassinat de Nasrallah et de toutes les têtes qui dépassent. Du Hezbollah. Le chef du Hezbollah. Les bombardements sur Beyrouth, octobre-novembre. Signature d'un cessez-le-feu fin novembre. Et le 8 décembre, Bachar qui chute. Je veux dire, ce sont des séismes continus en ce moment au Liban. Début janvier 2025, élection d'un président, donc le chef de l'armée, ça fait un peu, c'est la 4e fois d'affilée que c'est le chef de l'armée qui devient président. Bon, faut être militaire pour avoir les clés du camion là-bas. Mais je me souviens de son discours d'investiture au Parlement. Le 9 janvier, moi j'avais l'impression d'entendre une lettre au Père Noël. Il disait, oui, tout ce qu'il faut faire, reconstruire le pays pour qu'il y ait l'électricité, ne serait-ce que ça, l'électricité, l'eau, le désarmement du Hezbollah, pour que ce soit l'État libanais qui est la force de violence légitime. Voilà. Il a fait toute une liste de tout ce qu'il fallait faire. Je me suis dit, s'il fait 10% de ce qu'il annonce, ce sera génial. 4 jours plus tard, il y a le Nawaf Salam qui est nommé Premier ministre, donc un sunnite, qui était le patron de alors que je ne dise pas de bêtises, c'est la Cour de justice internationale, qui arrive avec un peu l'image de Monsieur Propre, parce que c'est compliqué de trouver des gens qui n'ont pas des casseroles de corruption derrière eux. On voit ce tandem se mettre en place. Il y a eu une euphorie, en fait. Après la chute de Bachar, parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'était la Syrie, la présence syrienne au Liban. La Syrie a vampirisé le pays financièrement. La Syrie a maté toute idée de souveraineté en fait au Liban. Alors il y avait dans la sphère politique libanaise, il y avait les pro-syriens et les anti-syriens. Voilà. Et moi j'avoue que c'est un très très beau pays. C'est pas le peuple que je mets en cause, c'est vraiment le régime. Le régime de Damas, le régime Assad était un truc de dingue. Et il y a combien de Libanais qui sont morts, qu'on n'a jamais retrouvés, qui sont soit dans un charnier, soit qui sont morts dans une prison au Liban. Là, dans le premier chapitre en fait du prochain bouquin, je raconte ça justement. Cette première semaine après la chute de Bachar. À la télé, on voit sortir des Libanais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prison de Sennaya, mais il y en a d'autres, des grandes prisons comme ça au Liban, en Syrie, Tadmor ou autres, de Libanais qui étaient là depuis 40 ans, qu'on sort comme des héros. Les mecs, ils ont le cerveau en charpie, ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Et il y a combien de familles au Liban? En fait, il y a 17 000 disparus de la guerre. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, dont plusieurs centaines, 700, 800, on ne sait pas exactement les chiffres, mais dans les prisons syriennes. Il y a un passif énorme. Oui, on le voit. Et puis le peuple syrien, il a souffert lui aussi de ça. Donc, et on a vu sur les 13 années de guerre civile, je veux dire, Bachar a carbonisé son pays. Avec une immigration aussi qui pose des problèmes au Liban. Là aussi, vous le montrez bien. Oui, faut se rendre compte, c'est monté le nombre de réfugiés au Liban. C'était en termes en proportion de la population, c'était le plus grand
contingent de réfugiés au monde, c'était Ouais. 2 millions de personnes pour un pays qui en fait 4. Ouais. Donc c'est comme s'il y avait 25 millions ou 20 ou 25 millions de réfugiés Ouais, c'est incroyable. qui arrivaient en France d'un Ouais, coup. c'est incroyable. Quand la guerre en Syrie a commencé, la France a pris c'était François Hollande qui était président, on a pris 24 000 réfugiés. C'est peanuts. Ouais, ouais. Le Liban a pris 2 millions de personnes. Donc ça a été un poids énorme sur l'économie, sur la société, sur la cohésion nationale, tout simplement. Enfin, en tout cas, votre livre est vraiment passionnant. Il y a des petits détails, notamment autour du drapeau, parce qu'il a un drapeau bien à lui, et qu'on retrouve absolument pas, parce que c'est marrant, on a l'impression que chacun a son drapeau là-bas au Liban. En fait, oui, moi je me suis inspiré d'un copain peintre qui s'appelle Ara Azad, et c'est son dada. En fait, lui, ça l'énerve de voir à chaque fois le drapeau libanais jamais respecter la construction exacte écrite dans l'article 5 de la Constitution. Ça en dit beaucoup, quand même. Ouais, c'est ça. Il est complètement obsédé par ça. Quand il m'avait raconté ça, je me suis dit, putain, il faudrait que j'utilise ça pour un personnage. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que je peux utiliser ton obsession pour le drapeau libanais? Il m'a dit évidemment. Mais c'est une super idée. Alors après, au travers de votre livre, on voit évidemment la vie au quotidien, notamment la distribution de l'eau, l'électricité, les problèmes d'électricité que ça peut rencontrer. Alors c'est dommage, j'ai oublié de la télécharger, parce que j'avais prévu de vous passer un petit morceau d'un monsieur. Alors moi je savais plus qui était ce monsieur. C'est Bernard Sovat, qui est un chanteur. Et il est passionné par Bernard Sovat. À chaque fois qu'il rentre dans sa voiture, bam, il se met du Bernard Sovat. Et alors, il a chanté notamment Le professeur est un rêveur et tout ça. D'où vous est venue l'idée d'un flic libanais qui écoute du Bernard Sovat? En fait, tout simplement, c'est que le Liban, pour la chanson française, c'est un peu le cimetière des éléphants. Je me souviens, moi je suis arrivé là-bas en 97, il y avait des concerts qui remplissaient les salles et tout, de chanteurs francophones dont j'avais jamais entendu parler. Et voilà, donc ils sont très attachés à d'anciens chanteurs ou bien des chanteurs vraiment dont on n'a jamais entendu parler, des chanteurs québécois. Vraiment, c'est très étonnant. Et Bernard Sovat, c'est un chanteur, alors c'est un peu une sorte de guibéard. Les gens le connaissent peu, mais il remplit les salles au Liban. Je crois qu'il avait une date il y a 2 ans aussi à l'Olympia à Paris. Il a 84 ans aujourd'hui. Voilà, il a son public. Et moi, j'ai redécouvert ça un peu par hasard. Il venait en fait pendant la guerre faire des concerts. Je veux dire, les Libanais sont très très attachés à ce genre de personnage, pas connu en France. Mais je me suis dit, tiens, je vais utiliser ces chansons. Voilà, il y a une cassette bloquée dans son autoradio, dans la vieille Alfetta. Et ça m'a amusé en fait de rendre hommage à ce personnage-là que finalement personne ne connaît, pas grand monde ne connaît. D'accord. En tout cas, c'est vraiment une super idée. Puis aussi, évidemment, l'enquêtrice qui est avec lui, qui est une jeune fille voilée. Je crois avoir. C'est Ibtissam Abou Zaïd, c'est ça? Abou Zaïd, ouais. Ibtissam avec un voilà. M à la fin. Là aussi, c'est une bonne idée de l'avoir mise dans les pattes. C'est classique, cela dit, lui, au départ. C'est un procédé classique de narration, en fait. Oui, bien sûr. De faire un duo où les deux personnages sont très, est-ce que très c'est classique différents. dans la police, là-bas? Ça m'étonnerait, si. Oui, aucune idée. Pas. C'est de la fiction pure. Mais en fait, dans les services de police, en fait, il y a, comment dire, toute l'administration libanaise fonctionne selon un système de quotas confessionnels. D'accord. Que ce soit au moment de se faire élire député, que ce soit pour les postes dans l'armée, dans machin, dans truc, il faut d'abord être de la bonne confession pour avoir le poste. Donc il y a certainement des mélanges aussi, évidemment, dans les services. Moi, j'avais envie de constituer un duo un peu improbable et ça, je pense qu'il marche bien, ce duo. Et Ibtissam, ça veut dire sourire en arabe. Très souvent, les prénoms pour les hommes et pour les femmes ont un sens. C'est souvent des noms communs. Ibtissam, voilà, elle vient d'un autre monde. Marwan directement la catalogue jeune chiite, pro-Hezbollah, machin et tout. Et moi, ça me permet aussi. J'ai été journaliste. J'ai écrit plein d'articles où on est obligé d'écrire, de prendre des raccourcis pour expliquer la scène, en fait, la scène politique. Et chez les chiites, qui ont dans l'imaginaire collectif européen, français. C'est tous des méchants, c'est tous en fait pas d'abord au Liban, il y a plein de chiites qui sont pas forcément pro-Hezbollah, qui la ferment parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais j'avais envie de montrer justement ces nuances qu'on n'a pas le temps de montrer dans les articles de presse. Donc voilà, moi je raconte aussi un peu, je commence à esquisser son histoire familiale, de sa famille qui est elle-même divisée entre les pros et les anti-Hezbollah parce que elle avait un grand-oncle qui était communiste, qui a été assassiné dans les années 86-87. Il y a eu une purge hallucinante, surtout au sud du Liban,
où le Hezbollah a dézingué tous les communistes, parce que les vrais premiers résistants contre l'invasion israélienne, c'était pas le Hezbollah, c'était les communistes. C'était les communistes, ouais. Et donc je raconte ça, en fait. Moi, ça me permet de remettre un peu l'église au milieu du village, pour le récit aussi, parce qu'aujourd'hui, surtout au Liban, le Hezbollah a imposé aussi son récit. Oui, bien sûr. Et en fait, non, il faut dire que les premiers résistants, c'était les communistes. Et les communistes, ils étaient toutes les religions, en fait. C'était même pas une question. On a retrouvé plus ou moins ça en Iran avec le Parti Today, et qui ont participé à la révolution et qui finalement ont été parmi les premières victimes, évidemment, du régime des Mollahs. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir.